En ce mercredi 22 octobre, on vous donne un aperçu des luttes électorales à suivre avec le journaliste Michel Hercir. On revient sur un feu de forêt à Léry. On fait le point sur l'avenir du poste de police à Candiac et on parle de projets d'éoliennes annulés. Ceci n'est pas une revue de presse en compagnie des journalistes Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard, un balado de Gravité Média. Le 2 novembre prochain, les électeurs de certaines municipalités seront appelés à se rendre aux urnes. On l'a dit la semaine dernière, certains maires et mairesses ont déjà été élus le 3 octobre, faute d'opposition. Mais ailleurs, il y a des luttes intéressantes à surveiller pour la mairie. On reçoit donc notre collègue journaliste Michel Hercir pour en faire un tour d'horizon. Bienvenue. Bien, merci de l'invitation. Bienvenue, Michel. Tu es spécifiquement attitré à la couverture des villes desservies par le Courrier du Sud, donc Longueuil, Brossard et Saint-Lambert. Commençons par Longueuil, qui est la ville la plus importante de notre territoire en termes de population. La mairesse Catherine Fournier brigue un deuxième mandat. Elle a un opposant qui n'est pas très visible depuis le début de la campagne. C'est exact. Mais avant d'aller là, il faut dire qu'il y a quand même un dénominateur commun dans nos trois villes. C'est le fait qu'il y a beaucoup moins de candidats à la mairie qu'il y en avait en 2021. On en avait 12 en 2021, on en a 7 cette année. Et Longueuil, c'est un bel exemple de ça. On est passé de 4 candidats à la mairie à 2, dont un seul avec une équipe complète. Et on parlait de 4 candidats avec un parti, avec des candidats pour les postes de conseil municipal dans presque tous les districts. Est-ce que c'est un effet Catherine Fournier? Peut-être. Parce qu'elle est de retour. Elle a une équipe complète. Elle a 18 candidats pour les postes de conseiller municipal. 2 candidats pour les postes de conseiller d'arrondissement à Greenfield Park. Et même si c'est la seule avec une équipe complète, elle fait campagne. On l'a entendu déjà, notamment sur le fait qu'elle veut rénover les infrastructures plutôt que d'en construire des nouvelles. Et sur le partage des coûts avec la ville de Laval. Son adversaire, tu l'as évoqué, il s'appelle Sacha Parisella. C'est un ancien directeur de campagne en 2021 pour Jacques Lemire, qui était le seul conseiller d'opposition à Longueuil pour le dernier mandat. J'aimerais en dire plus sur son programme, mais malheureusement, il a décliné, il ne nous a pas répondu pour nos nombreuses demandes d'entrevue qu'on a faites avec lui. Mais selon au micro, il est passé au micro de Charles Gaudreault, FM 103.3, et on apprend que c'est un homme qui vient du domaine de l'informatique, qui fait une campagne à peu près juste sur les réseaux sociaux, et qu'il s'est présenté à la mairie pour éviter une élection par acclamation à Longueuil. Il a quand même formé une équipe qui s'appelle Agora Longueuil. Okay. Donc, lui à la mairie et 2 candidats dans 2 districts différents. Ce qui veut dire que la plus forte délégation contre le parti de Catherine Fournier vient d'un parti qui s'appelle Option Alliance. Eux, ils ont 13 candidats en tout. C'est un peu comme un regroupement de candidats indépendants qui ont quelques valeurs communes. C'est pour ça qu'ils ont un parti. Mais ils n'ont personne à la mairie et c'est un choix volontaire. Ils ont quand même quelques candidats connus, dont Carl Ferraro, qui était anciennement dans l'équipe de Catherine Fournier, et Suzanne Rasmussen, qui était une conseillère d'arrondissement à Greenfield Park. Là, elle se présente pour le district de Greenfield Park. Ils sont particulièrement forts dans l'arrondissement de Greenfield Park et Saint-Hubert. Ils ont une équipe complète à Greenfield Park et presque complète à Saint-Hubert. À surveiller à Longueuil, c'est le taux de participation. En 2021, on avait 34,3 % et entre les branches, je crois comprendre qu'on a peur que ce soit plus bas cette fois-ci. Ah oui, hein? C'est jamais des taux de participation très élevés quand même. Et puis, il y a peut-être une certaine évidence de qui gagnera la mairie. Donc, on se dit, pas besoin d'aller voter. Exact. Oui, elle est prévisible quand même, Catherine Fournier. Michel, on se transporte du côté de la ville de Brossard, où la mairesse Doreen Assad cherche à se faire élire une 3e fois. Elle affronte la candidate Anadi Saad, qui avait aussi fait campagne en 2021 là, pour la mairie de Brossard. C'est exact. Là aussi, les candidatures ont descendu. En 2021, on en avait 4. On est passé à 2. Dans ces 2-là, il y a la mairesse sortante, Doreen Assad, que tu mentionnais. Elle, c'est un peu comme la doyenne politique, si on veut, dans nos 3 villes, parce qu'elle cherche un 3e mandat. Elle est quand même bien ancrée à Brossard, Doreen Assad. En 2017, elle avait remporté l'élection par plus ou moins 3 000 votes. En 2021, elle avait remporté par plus de 6 000 votes. Ce qui fait que proportionnellement, c'était une majorité qui était plus importante que Catherine Fournier à Longueuil. Donc, c'était quand même quelque chose. Si elle est élue, quelques grands projets à surveiller, donc le développement du centre-ville, le suivi sur le SRB sur le boulevard Tachereau. Celle qui l'affronte, Anadi Saad, tu l'as mentionné, c'est pas une inconnue à Brossard parce qu'elle a tenté la mairie en 2021. Elle avait terminé au 3e rang. Elle avait une équipe presque complète en 2021. Là, elle a une équipe complète et complètement différente. Donc, il n'y a aucun des candidats en 2021 qui reviennent pour 2025. C'est une femme d'affaires, elle dirige une garderie. Elle a aussi fondé l'organisme Justice Femmes, qui est un organisme de défense des droits des minorités, notamment dans le cadre de la loi 21. Si elle est élue, elle veut revoir quelques projets, dont les collectes de déchets, le projet du centre-ville que je mentionnais tantôt et celui du boulevard Tachereau. Ici aussi, à surveiller le taux de participation, parce qu'en 2021, c'était à moins de 30 %. On termine avec Saint-Lambert, où il y a toujours un peu d'action quand même. La mairesse Pascale Mongrain fait face à un conseiller municipal.
Exact. Donc, à Saint-Lambert, comme à Longueuil et à Brossard, il y avait 4 candidats en 2021. On est passé à 3 cette année, mais 2 sérieux. Je suis un peu biaisé ici, mais moi, c'est ma course préférée dans nos 3 villes. Un peu parce que je couvre la ville depuis les dernières années, mais aussi parce que c'est vraiment celle dont je ne sais pas qui va gagner la mairie. Tu l'as mentionné, il y a 2 élus qui se présentent un contre l'autre, dont Pascale Mongrain, qui est la mairesse sortante. Elle a quand même traversé quelques tempêtes durant son mandat, disons ça comme ça. Mais elle est restée la tête haute, elle est restée motivée. C'est une femme politique d'expérience. En 2021, malgré 4 candidatures sérieuses, elle avait emporté quand même par un bon nombre de votes. Elle n'a pas de parti officiellement, mais il y a des indépendants qui sont avec elle dans presque tous les districts à Saint-Lambert. Elle affronte Loïc Blancard, qui lui a fait 2 mandats comme conseiller municipal. Lui était à couteau tiré avec la mairesse et il avait aussi été avec son prédécesseur Pierre Brodeur. Il a l'appui des réguliers du conseil municipal de Saint-Lambert et notamment du groupe qui avait réussi à faire tomber le plan d'urbanisme. Donc, c'est pas banal. C'est à surveiller, je disais, parce qu'entre autres, parce que j'ai fait du porte-à-porte avec les deux, pour voir ce que les gens disaient. Devant Mme Mongrain, les gens ils disaient « On va voter pour toi ». Devant M. Blancard, on disait « On va voter pour toi ». Ça s'annonce serré. Exact. Il y a un 3e candidat qui s'appelle Patrick Lemire. Je vous invite à lire mon article sur le Courrier du Sud pour comprendre le personnage. Oui. Le taux de participation, c'était lui qui était le plus fort des 3 villes en 2021, avec plus de 40 %. Donc, ça aussi, c'est à surveiller. Ça ressemble un peu à ça pour moi. Donc, je ne sais pas pour toi, Audrey, à quoi ça ressemble le reflet? Oui, bien, si on fait un tour d'horizon du reflet, il faut savoir d'abord qu'il y a campagne à la mairie dans 4 des 7 municipalités. Je vais commencer avec Sainte-Catherine parce qu'il y aura un nouveau maire qui sera élu. On rappelle que la mairesse Jocelyne Bates a annoncé qu'elle quittait la vie politique après 35 ans d'implication quand même. 2 candidats cherchent à ravir le poste de maire. Donc, d'un côté, on a Sylvain Bouchard, un conseiller municipal depuis 8 ans. C'est le dauphin de la mairesse Bates. Il se cache pas là, qu'ils ont préparé la transition ensemble. Ils se présentent avec 3 conseillers municipaux élus sous l'équipe Bates en 2021. Et en entrevue avec Le Reflet, M. Bouchard a dit vouloir quand même offrir du renouveau. Bien qu'il ait dit quand même partager les mêmes valeurs que l'ancienne mairesse. Il veut d'ailleurs travailler en étroite collaboration avec la direction générale, car il estime que ce ne sont pas les élus là, qui ont décision sur tout. De l'autre côté, on retrouve Roch Caron. Lui avait fait campagne en 2021, mais comme conseiller. Il avait été défait. Cette fois, il a formé une équipe, il brigue la mairie. Il veut être le candidat du changement. Il veut notamment revoir les finances de la ville. Les 2 candidats ont évoqué la préservation du récréoparc et leur volonté de le mettre davantage en valeur. Reste à voir si les électeurs de Sainte-Catherine opteront pour la continuité ou une toute nouvelle équipe. Parlons maintenant de la Prairie, où se dessine une lutte à 4 très intéressante. Il y a le maire Frédéric Galanté qui affronte les candidats Yann Rajotte, Normand Vossino et Shoaib Hassan Cheikh. Oui, les candidats sont très actifs, très visibles. C'est une campagne où on se fait pas de quartier. À la limite, j'oserais dire parfois des enfantillages. Là, c'est mon commentaire éditorial. Mais d'abord, donc le maire Frédéric Galanté, élu une première fois en 2021, il mène toujours la formation Place aux citoyens. En entrevue, il a affirmé que son prochain mandat se ferait sous le signe de la gestion de l'eau. On se rappelle qu'à la Prairie, il a instauré un moratoire sur les nouvelles constructions pendant 2 ans parce que le réseau ne soutenait plus la quantité d'eau usée. Comme c'est le cas dans plusieurs villes, la densité, c'est un sujet d'ailleurs que tu connais très bien, Michel. Tu es venu à ce micro pour nous en parler. Donc, c'est un sujet qui est au cœur des décisions politiques. Le maire souhaite trouver un équilibre entre la construction, l'environnement, la sécurité aussi. Il dit viser une densification à échelle humaine. Ce sont ses termes. Maintenant, je vais du côté de Yann Rajotte, chef du parti du mouvement La Prairie. C'est un ex-conseiller municipal élu en 2017 avec l'équipe de l'ex-maire Donna Serre. Il a été défait en 2021. Il se présente cette fois-ci à titre de candidat à la mairie avec une équipe. Il a notamment dans son équipe l'actuelle conseillère Paul Fontaine. Lui aussi parle d'un équilibre entre l'économie et la protection de l'environnement. Là, c'est le sujet à la Prairie. On le sait que c'est le nerf de la guerre quand on pense, entre autres, à l'ancien golf qui a été rasé en vue d'un projet immobilier, l'ancienne carrière aussi qui est remblayée présentement pour faire place à un nouveau développement résidentiel. Et bien, lui, il cherche aussi à obtenir une forme d'acceptabilité sociale sur les taxes. Donc, à suivre de ce côté-là. Et je poursuis avec Normand Vossino. C'est un candidat indépendant qui souhaite redonner ses lettres de noblesse à la Prairie. Ce sont ses termes là, en entrevue avec Le Reflet. Il parle, lui aussi, du taux de taxation qui a augmenté dans les dernières années. Là, je regardais les chiffres. On parle d'une hausse d'environ 25 % au cours du mandat du maire Galanté.
Le maire, lui, se défendait avec le moratoire qui a mis un frein aux nouveaux revenus. M. Vossino, lui, se questionne justement sur la levée du moratoire qu'il a jugé rapide et sans explication. Il dit aussi être préoccupé par les enjeux de sécurité routière, là, notamment la route 104. Malheureusement, je ne peux pas vous partager la plateforme de M. Chèque en ce sens qu'on n'a pas été contacté par ce candidat indépendant-là, mais sur sa page Facebook, cependant, il est notamment question là, de quartiers plus sécuritaires pour les familles et de promotion de l'achat local. Et on termine avec Saint-Philippe et Saint-Mathieu pour le reflet. Oui, bien, ce sont de plus petites villes, mais on souligne quand même qu'il y a une lutte à deux à Saint-Philippe entre le maire Christian Marin et le candidat Jonathan Hamel. Celui-ci se présente comme un indépendant, mais avec une équipe de conseillers indépendants aussi. À Saint-Mathieu, c'est une course à 3 entre les deux conseillers, Patrick Pépin, un conseiller indépendant, et Jean-Luc Dulude, ainsi que Juliano Leroy-Rouana. Messieurs Pépin et Dulude se présentent tous deux avec des équipes complètes. 2 conseillers actuels, d'ailleurs, se sont joints à l'équipe de M. Dulude. Puis on rappelle qu'à Saint-Mathieu, ce sera un nouveau maire puisque la mairesse Lise Poisson quitte la vie politique après 20 ans de carrière. Bien, on va également surveiller les résultats à la relève. Valérie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les luttes à Varennes et Sainte-Julie? Je vais commencer avec Sainte-Julie. En fait, à Sainte-Julie, on reproduit en quelque sorte le scénario de 2021, c'est-à-dire que les deux mêmes équipes s'affrontent pour l'élection du 2 novembre. Il y a le parti du maire sortant, Mario Lemay, qui se représente. Le nom du parti, c'est La Voix des citoyens, équipe Mario Lemay. Et son opposant, si on veut, sera le parti de Sainte-Julie avec Christian Comzé comme candidat à la mairie. Mario Lemay a déjà complété un premier mandat comme maire et évidemment souhaite demeurer en poste. Il fait équipe avec des anciens conseillers, mais aussi 2 nouveaux candidats. M. Lemay avait remporté 80 % des votes en sa faveur en 2021. Son opposant, Christian Comzé, est confiant que l'expérience qu'il a acquis depuis 2021 jouera en sa faveur et que la population est prête pour un vent de changement. Parce qu'on doit le dire, le Parti de la Voix des citoyens, ça fait très longtemps qu'il est au pouvoir à Sainte-Julie, puisque c'est le parti de l'ancienne mairesse Suzanne Roy. Donc, à suivre pour Sainte-Julie. Du côté de Varennes, en fait, c'est la première fois qu'il y aura une élection à la mairie depuis 2013. Martin Danfous, le maire de Varennes, est élu depuis 2009. Il avait été réélu par acclamation en 2017 et 2021. Cette fois-ci, il fait face à Bruno Lavoie comme candidat à la mairie. Monsieur Lavoie est président d'une entreprise. Il a été coordonnateur au développement économique du CLD de Marguerite-Diouville pendant 18 ans. Il mise beaucoup sur la transparence de l'administration municipale. Il propose aussi de limiter les mandats à la mairie à 2 maximum pour les villes de plus de 10 000 habitants et s'engage à faire des représentations au gouvernement du Québec par rapport à ce projet-là. Du côté du maire sortant, Martin Danfous, il se présente avec le Parti durable Équipe Danfous. Cet été, ça a quand même brassé au conseil municipal de Varennes. 3 conseillers du parti de M. Danfous avaient annoncé leur départ de l'équipe et souhaitaient siéger comme indépendants. 2 d'entre eux se représentent aux élections comme candidats conseillers indépendants. Le maire de Varennes avait dit au journal La Relève que c'est lui-même qui avait décidé de ne pas reprendre ces personnes-là dans son équipe, mais il n'avait pas voulu donner vraiment de détails. Martin Danfous s'engage chez les réélus à ne pas hausser le compte de taxes des citoyens en 2026. Il dit qu'il peut le faire et peut l'affirmer puisqu'il connaît très bien les finances de la ville. Puis je termine juste avec une petite anecdote. Dans l'équipe de M. Danfous, il y a 3 Carolines qui se présentent. On ne va pas se mélanger. Et on termine notre grand tour d'horizon avec Coteau-du-Lac. Ça a brassé pas mal quand même dans les dernières années à Coteau-du-Lac. En effet, la mairesse sortante, André Brosseau, avait fait l'objet d'un vote de non-confiance de son conseil dans la première année de son mandat. Un vote qui était strictement symbolique, qui n'avait pas de valeur au ministère des Affaires municipales. Il y a 2 conseillers qui ont démissionné en cours de mandat. Il y a le projet de patinoire réfrigérée qui a été battu par référendum. On en avait parlé ici au balado. Il y a des projets domiciliaires sur le terrain Juteau ou à l'ancien camping Coa qui n'a pas fait l'unanimité aussi. Mais malgré tout, la mairesse sortante sollicite un 3e mandat. Elle fait face à Alain Laprade, qui occupait un poste de conseiller municipal et maintenant souhaite s'asseoir à la chaise de maire. Coteau-du-Lac, c'est une ville de 7 700 habitants. La mairesse sortante, de son côté, souhaite poursuivre son travail. Dans certains chantiers importants, comme la rénovation du centre sportif Soulanges, veut investir encore davantage dans les infrastructures comme les routes, les égouts, l'aqueduc, et dit vouloir garder un taux de taxation compétitif.
Alain Laprade, lui, était conseiller depuis 8 ans. Lui, il veut réduire le fardeau des taxes pour les citoyens en faisant la promotion du parc industriel qu'il considère sous-développé pour générer de nouveaux revenus. Il veut aussi investir davantage dans les infrastructures. Fait à noter, M. Laprade est victime de vandalisme à plusieurs reprises sur ses pancartes depuis le début de la campagne. Ouais, ça a été le cas aussi, j'ai souvenir entre autres à la Prairie. Bien, j'espère que ce tour d'horizon-là a été complet pour vous, chers auditeurs, vous faire une tête avant d'aller voter. Merci Michel de ta visite. Nous, on sera sur le terrain évidemment là, le soir du 2 novembre. Donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Ma Vie, Ma Région sur Facebook notamment, ainsi que sur nos sites web où vous aurez les résultats vérifiés rapidement. Merci Michel. Merci. Bonne élection! Un feu de forêt et de broussailles s'est déclaré à Léry, près de Châteauguay, dimanche. Au total, c'est 8,4 hectares qui ont brûlé près du chemin du lac Saint-Louis. Ça a mobilisé 8 services incendies de la région. Et selon le directeur du service de sécurité incendie de Léry, Éric Stang, au départ, on avait des craintes pour les maisons à proximité puisque le vent soufflait fort et en direction des résidences. Il y a eu des évacuations de résidents et les pompiers ont fait appel à la SOPFEU, qui sont spécialistes en matière de feux de forêt. L'organisme s'est déplacé avec un avion citerne qui se ravitaillait rapidement dans le lac Saint-Louis, qui est situé juste à côté. Des pompiers forestiers de la SOPFEU se sont aussi déplacés pour contenir les points chauds et l'incendie est maintenant considéré comme maîtrisé. Il y a une enquête sur les circonstances de l'incendie, mais il y a une certitude, ce feu-là a été déclenché par l'humain alors qu'il y avait une interdiction de feu à ciel ouvert dans le secteur. Je peux préciser qu'en date de mardi midi, l'interdiction de feu à ciel ouvert a été levée en raison des grandes quantités de pluie qu'on a reçues depuis. La Régie intermunicipale de police-Roussillon commence à manquer d'espace dans ses installations actuelles à Candiac. Pour préparer un éventuel agrandissement, la Ville a adopté un droit de préemption qui permet à la Régie d'avoir la priorité d'achat sur les terrains voisins si l'un d'eux était mis en vente. L'objectif est d'agrandir le poste, probablement dans le stationnement des employés, mais ça impliquerait aussi de construire un nouveau stationnement, évidemment. Le directeur de la Régie, Michel Guillemette, estime que les travaux devront être réalisés d'ici 2 à 3 ans, faute de quoi le service ne pourra plus répondre efficacement à ses besoins. Construit en 2002 et agrandi une première fois en 2012, le poste de police dessert aujourd'hui plus de 122 000 citoyens, une population en hausse de 10 % depuis 6 ans. On dit que les locaux actuels sont devenus tellement exigus qu'une salle de conférence a été transformée en bureau et que les formations doivent se tenir à l'extérieur. La Régie compte 227 employés et évalue présentement les besoins de chaque division pour planifier l'agrandissement, tout en confirmant que le poste restera sur le chemin Saint-François-Xavier, ce qui écarte la rumeur d'un déménagement qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Des citoyens de l'Écoto sont désespérés depuis que leur voisin a obtenu un permis de la Ville leur permettant de bloquer le seul accès à leur propriété. En fait, leur voisin a érigé une clôture qui passe littéralement sur l'entrée des propriétaires, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas accès en voiture à leur propre maison. Ils se retrouvent enclavés entre la clôture, un ruisseau et un terrain provincial situé devant. La mère et les enfants n'habitent plus la maison en raison de cette situation et son conjoint, lui, monte la garde devant son voisin qui filme ses moindres faits et gestes. Le couple est découragé parce que la Ville de l'Écoto a accordé un permis aux voisins pour installer la clôture, même si la Ville savait qu'il s'agit de l'unique passage pour la famille. Les résidents disent qu'ils ont une servitude de passage enregistrée depuis 1955. Notre collègue Yannick Michaud, qui a couvert cette histoire, a tenté de parler à la Ville pour avoir des explications. Le maire, Sylvain Brazeau, disait vouloir être prudent dans ses commentaires. Il ne voulait pas prendre parti dans une autre des positions, dans ce qu'il qualifie d'une chicane de voisins. La nouvelle directrice générale, qui agit par intérim, elle s'est contentée de dire que c'est un conflit de droit civil et n'a pas voulu expliquer pourquoi la Ville a accordé ce fameux permis. Depuis janvier, la pharmacie Jean Coutu du boulevard Cousineau à Longueuil accueille une collègue pas comme les autres. Il s'agit de Chelsea Hope, une immense chienne de race Lindbergh qui accompagne les enfants vivant avec une difficulté d'apprentissage. Grâce à sa propriétaire, Gloria Todisco, Chelsea participe au programme Chelsea Hope, une initiative qui aide les jeunes ayant des difficultés de lecture à reprendre confiance en eux. Je vous explique le concept. L'enfant vient lire une histoire à la chienne, devenant ainsi un peu le héros du moment. Peu à peu, le lien de confiance s'installe, les progrès se font sentir autant dans les compétences de lecture que dans l'estime de soi. Pour plusieurs enfants, ces séances représentent un moment de bonheur sans jugement où le plaisir de lire renaît, parfois même jusqu'à la maison.
L'initiative est entièrement gratuite. Elle vient de Mme Todisco, qui veut redonner au suivant après avoir constaté les effets positifs de la présence d'un chien auprès de son propre fils, qui est dysphasique. À ses côtés, un autre Leonberg Mandel agit comme réconfort pour les adultes et les employés de la pharmacie, ce qui réduit le stress et ce qui favorise donc le bien-être. Soutenue par le pharmacien propriétaire, Gloria Todisco combine ainsi son amour des animaux et des gens dans ce projet unique. Je sais pas, Audrey, si tu te rappelles, on a parlé il y a quelques mois d'un projet de parc éolien dans la MRC de Marguerite-Douville qui comprend les villes de Sainte-Julie et Varennes, mais on a appris que finalement, il n'y aura pas lieu, ce projet-là. Et c'est parce que ça pourrait nuire à la sécurité des pilotes d'avion dans le secteur. La MRC étudiait cette possibilité depuis 2024, mais elle a été informée récemment que Transport Canada jugeait carrément inacceptable les sites potentiels d'implantation d'éoliennes dans le secteur puisqu'il y a des opérations aériennes dans cette zone. Et cette zone est considérée comme un site d'entraînement aérien, donc ça pourrait compromettre la sécurité des pilotes. Pour cette raison, le Conseil des maires a pris la décision de carrément cesser le développement du projet dans la région. Saviez-vous que le cinéma Carnaval à Châteauguay a rénové une de ses salles? Confort et modernité sont au rendez-vous. On vous invite à regarder le topo de notre collègue Joël Bergeron qui a rencontré le propriétaire sur les plateformes de Ma Vie, Ma Région. À surveiller cette semaine, on en a parlé, les élections municipales sont en cours et c'est ce dimanche 26 octobre qu'aura lieu le vote par anticipation. Sur une note plus légère ou après avoir voté par anticipation, mais il y a plusieurs villes qui commencent leur activité d'Halloween dès ce week-end. Ça vaut la peine d'aller voir leur programmation.